Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous d'une des séquences télévisuelles politiques sans doute les plus courues de la jeune République de Côte d'Ivoire. C'est bien sûr Face à la Côte d'Ivoire, c'est un moment particulier, vous le savez, sur la télévision ivoirienne. D'un côté, vous avez des personnalités et non des moindres, et de l'autre, vous avez des Ivoiriens qui ont envie de savoir, qui ont envie de comprendre des choses. Et Live TV vous offre, une fois par mois, l'occasion de vous parler entre vous, face à face, dirais-je. Il a été présenté comme l'un des meilleurs de sa génération. C'est un ingénieur en télécom de haut vol. Il a participé à l'une des plus belles conquêtes de pouvoir dans notre pays. Il avait 47 ans. Il était à la primature de Côte d'Ivoire. Il a porté pendant 20 ans le parti, le Front populaire ivoirien. Il en était le président. Il l'est encore aujourd'hui, président de région, député de Côte d'Ivoire. C'est une personnalité qui a marqué évidemment la vie politique de notre pays ces 20 dernières années. Nous avons plaisir à recevoir pour ce numéro de Face à la Côte d'Ivoire le président Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cet honneur. Et pour vous recevoir, président Pascal Affi-N'Guessan, nous avons quelqu'un que vous connaissez dans une autre vie. Toussaint Alain, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Monsieur le Président, bienvenue. Bonsoir. Alors nous sommes évidemment dans un moment très important pour nous. Et pour structurer ce moment-là, nous avons choisi de vous faire parler de façon franche. Et pour cela, je vous annonce franc-parler, et c'est maintenant. Franc-parler avec le président Pascal Affi-N'Guessan, et c'est tout ça-là qui va vous permettre de le faire. Monsieur le Président Affi, un sujet d'actualité pour commencer ce rendez-vous politique sur Live TV. Hier, mercredi 24 novembre 2021, l'ancien Premier ministre et ancien président du Parlement, Guillaume Soro, a été convoqué par la justice française dans le cadre d'une affaire qui l'oppose à Michel Gbagbo. Vous avez été l'un de ses co-détenus à Bouna. Et Guillaume Soro, étant absent du territoire français, il n'a pas pu répondre à cette convocation. Que vous inspire ce nouveau développement de cette affaire? Merci de la question, mais avant d'aborder ce sujet, qui, au demeurant, peut être considéré comme une question judiciaire, qui relève donc de la compétence des tribunaux, qui oppose, c'est vrai, deux personnalités de Côte d'Ivoire sur des sujets très importants et même très graves. Mais je pense que je suis très mal placé pour me prononcer sur le sujet. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est la justice de dire si cette demande est recevable, si cette plainte est recevable et quelle suite lui donner. Au niveau Mais politique. avant de m'engager plus loin, je voudrais vous remercier de l'invitation. Vous remercier parce que le concept de cette émission représente pour moi, et à ce moment précis de notre parcours, un moment important. Je crois que c'est la première fois que je parle aux Ivoiriens après les événements qui sont passés en octobre-novembre 2020. Et vous savez bien que j'ai pu bénéficier du soutien dans cette épreuve de la plupart de nos compatriotes. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour les saluer, pour leur dire infiniment merci du soutien qu'ils nous ont apporté. Et leur dire qu'aujourd'hui, je suis face à eux dans le cadre de cette émission. Mais mon ambition, c'est d'être demain avec eux, dans le cadre d'une nouvelle alliance, d'un partenariat pour la renaissance de notre pays. Parce que nous savons que les Ivoiriens continuent de nous faire confiance. Nous avons encore beaucoup à apporter à ce pays. Et donc, il faut qu'au-delà de cette émission, et avant même d'aller dans les villages, à leur rencontre, pour décliner notre vision pour l'avenir, les saluer et leur dire que nous sommes toujours dans l'action politique, que nous comptons sur eux et qu'ils peuvent compter sur nous. On approfondira le sujet tout à l'heure. Alors, la question, justement, André, voulez-vous relancer? Surtout au volet politique. Nous sommes dans un contexte de réconciliation. Beaucoup d'hommes politiques qui étaient dans ce genre de situation ont été élargis. Est-ce que vous pensez que cette affaire est opportune? Politiquement, bien sûr. Je ne veux pas juger de l'opportunité. C'est une vieille affaire, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas juger de l'opportunité. Il appartiendra aux plaignants
le moment venu de savoir quelle suite il compte donner à cette affaire, étant donné le contexte de réconciliation dans lequel nous nous trouvons. Alors moi, je vais aller dans un contexte un peu plus large qui nous ramène à la justice internationale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une universalité du droit de punir, c'est-à-dire qui permet à des grandes puissances comme la France, la Belgique de se saisir d'affaires qui ont lieu très souvent en Afrique? Est-ce que vous ne pensez pas que cette universalité du droit de punir est un frein aussi à l'édification de vrais états de droit dans nos pays d'Afrique? Parce que finalement, nous sous-traitons nos affaires de justice auprès de justice étrangères. Non, mais la CPI ne s'inscrit pas dans une logique de sous-traitance. La CPI a été créée pour juger des affaires qui ne peuvent pas être conduites dans les pays avec efficience, efficacité, compte tenu des crises que ces pays rencontrent. Et dans tous les cas, c'est une justice de substitution. Voilà. Lorsque le pays est en mesure de connaître de toutes ces affaires, parce que son système judiciaire est en bon état, la CPI n'intervient pas. Donc c'est par défaut que la CPI s'immisce dans nos affaires. Et si le pays retrouve la plénitude de ses institutions, la CPI n'a plus à intervenir. Et donc, mais je voudrais dire que notre position en ce qui concerne la procédure judiciaire devant la CPI et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier a été toujours claire. Nous n'avons jamais souhaité que la crise ivoirienne se retrouve devant la CPI. Nous pensons que la crise était d'une telle ampleur que nous devrions trouver les solutions internes à travers un dialogue national, à travers un processus transitionnel pour mettre fin, pour trouver des solutions, pour faire la vérité sur ce qui s'est passé, accorder les réparations aux victimes, prendre les mesures de manière à ce que ces événements ne se reproduisent plus dans le cadre du dialogue. C'est pour cela que nous avons proposé les États généraux de la République depuis 2013. On en reparlera tout à l'heure. Donc, nous n'avons jamais été partisans d'une procédure judiciaire internationale dans le cadre du règlement de la crise ivoirienne. D'accord. Sur cette affaire de la plainte de Michel Gbagbo, vous étiez son co-détenu à Bouna. Vous n'avez jamais porté plainte pour les... Oui, bien évidemment. Puisque, comme je vous le dis, mon choix n'a jamais été de traduire un Ivoirien devant une juridiction internationale. Mon choix a été toujours de trouver en Côte d'Ivoire les solutions aux problèmes des Ivoiriens. Très bien. Quelle que soit l'ampleur du problème, nous devons développer des capacités endogènes pour trouver des solutions. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs, que nous avons suffisamment d'institutions traditionnelles, modernes, capables d'affronter toutes les crises que le pays peut rencontrer dans son parcours. Très bien, Président. C'est pour cela que nous ne sommes pas favorables à la justice internationale. Un 6e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. Et au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel a été le message au sortir de ce moment qui est quand même un moment très important pour le Front populaire ivoirien? Le premier message, c'était d'abord de démontrer que les militants du Front populaire ivoirien sont au Front populaire ivoirien, à travers la mobilisation. 15 000 participants, c'est largement au-dessus même de nos prévisions. Et donc, nous avons fait la démonstration que le Front populaire ivoirien est toujours vivant, fort. Mais aussi, nous avons profité de ce congrès pour décliner notre identité, pour nous démarquer d'un certain nombre de comportements qu'on a pu noter autour du Front populaire ivoirien et qui ont alimenté la crise au sein du Front populaire ivoirien, pour bien montrer que nous sommes un parti social-démocrate, nous sommes des humanistes, nous sommes des universalistes et que nous avons comme projet politique l'homme au centre de notre projet politique, l'homme, son bien-être, son épanouissement. Alors, revenons sur cet épisode de la mobilisation du 13 novembre dernier. Laurent Gbagbo, en claquant la porte de votre parti, avait parlé d'enveloppe vide. Et vous avez lancé un appel à la mobilisation qui est passé comme une lettre à la poste. Vous l'avez dit, 15 000 personnes. Quel avenir aujourd'hui envisagez-vous pour le FPI? Mais évidemment, l'avenir du FPI, c'est la reconquête du pouvoir. Nous n'avons pas terminé le travail de refondation du pays. Nous avons connu un accident de parcours. Il nous appartient de renouer le contact avec nos compatriotes, de leur démontrer que nous avons encore de grands projets pour eux, et que nous avons la capacité, l'expérience nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés à l'heure actuelle, que nous sommes un parti de paix, qu'avec nous, nous tournerons la page de toutes les violences
de toutes les situations que nous avons connues dans le passé, qu'il y aura une ère de paix, une ère de refondation, de bonheur et de grandeur pour notre pays. Président Pascal Fengues, à vous entendre, tout ça, c'est bien. Je pense même que les Ivoiriens entendent ce que vous dites. Mais on se dit, mais ça aurait pu se faire avec le président Laurent Gbagbo, cette reconquête que vous évoquez. À quel point vous étiez en désaccord au point, moi je pense que le FPI c'était un bel outil, je parlais tout à l'heure d'une conquête quand même qu'on peut retenir dans notre histoire, une conquête de pouvoir. Comment en est-on arrivé là où ce qu'on peut appeler le fils a d'une certaine façon, excusez-moi l'expression, tué le père? Est-ce qu'on peut interpréter les choses de cette façon? Je voudrais d'abord dire que le FPI reste un bel outil. Ouais. Il l'a démontré le 13 novembre dernier. Il reste un bel outil. Il montre qu'il va au-delà des hommes, que cet outil-là va au-delà des hommes, que les hommes passent, mais le Front populaire reste toujours fort parce qu'il incarne des valeurs fortes partagées par la grande majorité de nos compatriotes. Et ceci dit, je crois que la question que vous posez devrait être adressée plutôt à l'intéressé, puisque nous sommes au Front populaire ivoirien. Je suis président de ce parti depuis 2001. Oui. Je continue la marche en avant. Il y a eu des moments de flottement après la crise, ce qui me paraît logique pour une organisation humaine. Quand il y a une crise comme celle de 2010-2011, il y a des répercussions, il y a des remises en cause, il y a des questionnements, il y a un inventaire à faire. Et je crois que c'est tout cela que nous avons fait jusqu'à présent. Il y a eu un dénouement, à savoir que le parti reste fort, que la grande majorité des militants adhèrent à la ligne et à la vision que nous avons toujours déclinée. Donc nous continuons notre chemin. Et vous avez parlé de soulagement, de libération. Oui. Après le départ de Laurent Gbagbo, ce n'est pas un peu fort? Non, pas du tout. Lorsqu'on regarde le préjudice que ces divisions, tout ce que nous avons vécu a causé au parti, le fait qu'il y ait eu cette séparation me paraît être une clarification salutaire. Et c'est ce que nous avons dit. Vous savez, dans la vie d'une organisation, comme dans la vie de toute espèce, parfois c'est en perdant certaines branches qu'un arbre grandit. Je n'ai jamais vu un arbre qui soit devenu grand en gardant ses branches. Une organisation aussi grandit, se renforce parfois en faisant des opérations d'assainissement interne. Non, mais permettez-moi de vous arrêter. Je pense que quand même, à travers cette image, le tronc aurait pu être Laurent Gbagbo. Et je pense sans doute qu'il était quand même le tronc de ce parti. Et si vous le coupez, est-ce que vous ne pensez pas véritablement... Poser la question aux militants, si c'est le tronc, on l'aurait vu le 13 novembre. De toute façon, aujourd'hui, les choses sont claires. Hein. On verra de quel côté se trouve le tronc. Mais pour le Front populaire ivoirien, et il n'y a qu'un seul Front populaire ivoirien, le tronc se trouve au Front populaire ivoirien. Et ceux qui n'ont pas voulu se rassembler autour de ce tronc se retrouvent ailleurs, et pas au Front populaire ivoirien. Donc les choses sont claires, je crois qu'il n'y a plus d'amalgame à faire. Nous avons cheminé ensemble pendant un certain nombre d'années. Le 9 août, il y a eu une séparation. Le 13 novembre, les militants ont réaffirmé leur engagement au Front populaire ivoirien. Nous continuons notre marche. Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation claire entre une certaine idéologie qui veut qu'il y ait une personnalité, à la limite même, pour rappeler un peu le père de la nation, autour de qui tout se fonde, et là vous parlez du Front populaire comme le tronc. Est-ce que c'est vraiment une ligne idéologique assez claire que pour vous, le culte de la personnalité, ce n'est pas le modèle qui peut faire grandir, on va dire, la politique ivoirienne? Mais le FPI ne s'est jamais inscrit dans le culte de la personnalité. Le FPI est un parti démocratique et je crois que c'est cette démonstration qui a été faite le 13 novembre. Ceux qui sont venus à ce congrès ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour le FPI. Parce qu'ils sont militants du FPI, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour le FPI, ils ont beaucoup souffert pour le FPI, ils ont vécu des moments de joie aussi au Front populaire ivoirien à travers les victoires que nous avons remportées. Ils entendent continuer la marche vers la reconquête du pouvoir. C'est pour cela qu'ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour le parti. Ils étaient là pour les valeurs qu'incarne le parti. Et ils sont toujours engagés. Parce qu'un jour, le Front populaire ivoirien aura un autre président. Ce ne sera pas forcément moi. Mais les militants resteront dans ce parti et poursuivront le combat pour la démocratie et pour la refondation du pays. Alors justement, vous parlez des valeurs. On a semblé lire entre les lignes que
ceux qui ont suivi l'ex-président Laurent Gbagbo étaient plutôt dans la ligne des xénophobes, des anti-étrangers, etc. et que ce ne sont plus les valeurs que peut porter votre parti, le FPI. Nous connaissons nos valeurs. Il appartient aux autres de décliner les leurs. Et je ne voudrais pas rentrer donc dans cette polémique parce que ce n'est pas cela qui est important pour les Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est ce que le Front populaire ivoirien peut leur apporter. Et je voudrais les rassurer pour dire que nous sommes dans la dynamique de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et en 2020, d'ailleurs, le thème de notre campagne, c'est la renaissance d'une nation pour la grandeur d'un peuple. Le peuple ivoirien a besoin de rayonner, a besoin d'être fier de son pays, a besoin de surmonter tous les problèmes auxquels il est confronté aujourd'hui, de construire son unité, de sa prospérité. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés et c'est autour de cette dynamique que se rassemblent les militants du Front populaire ivoirien. Président Afi, vous êtes en train de parler du peuple, tout ça, on l'entend, mais là, on vous a entendu dire qu'il est possible que vous vous alliez au RHDP. Finalement, vous ne faites plus les choses différemment. En fait, hier, on était alliés au RDR, après on s'est alliés au PDCI. Mais pourquoi vous reprenez, de mon point de vue, les mêmes schémas ? Est-ce que vous ne risquez pas de perdre finalement les militants, enfin en tout cas les Ivoiriens de manière générale, qui n'y comprennent plus grand-chose à ce qui se passe sur la scène politique? Peut-être que parce que vous expliquez mal, ou alors que vous travestissez la vérité, parce qu'il n'a jamais été question d'aller au RHDP. Est-ce que c'est une éventualité? Ce n'est même pas une éventualité. Très bien. Ce n'est même pas une éventualité. C'est plutôt en termes d'alliance, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Si vous parlez d'alliance, c'est autre chose. Or, une alliance, ce n'est pas un renoncement à ce qu'on est, voire même un reniement de sa personnalité, ou une capitulation devant une autre organisation politique. Mais une alliance, c'est la prise de conscience que si nous sommes ensemble, nous allons pouvoir aller plus loin. Et nous allons être plus forts. Voilà. Donc, c'est cette prise de conscience qui conditionne une alliance. Et je crois que toutes les alliances qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire obéissent à cette logique. Oui, mais dans le respect mutuel, dans la prise en compte de la spécificité de chaque parti. Mais on est ensemble, on peut aller plus loin. Et donc, il appartient aux deux partis, aux différents partis qui veulent s'allier, de voir qu'est-ce qu'ils gagnent en se mettant ensemble. Qu'est-ce que le pays gagne s'ils sont ensemble? Et s'ils observent qu'effectivement, il y a un intérêt à être ensemble, parce qu'ensemble, on peut être plus fort, on peut mieux servir la cause nationale, alors on se met dans une alliance. Et pour nous, le triptyque aujourd'hui, pour une alliance, c'est d'abord la question de la réconciliation nationale, la question de la consolidation de la cohésion sociale et de la démocratie. Autour de ce triptyque, nous sommes prêts à faire une alliance parce que nous savons que c'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Très bien. Et ça, vous le feriez pour la Côte d'Ivoire et non pour des visées politiciennes qui consisteraient à obtenir des strapontins dans un gouvernement dit d'union nationale? À partir du moment où j'ai posé le triptyque, cela signifie que c'est autour de cela. Et si nous n'avons aucune perspective par rapport à cela, si nous n'avons aucune proposition par rapport à cela, il n'y a pas de raison d'aller à l'alliance. Juste d'un mot, André. Monsieur le Président Afi, c'est bien, nous observons quand même que depuis près d'une décennie, vous êtes positionné comme le rassembleur des Ivoiriens. À travers votre posture, même sorti de prison, vous avez tendu la main au gouvernement pour dialoguer. Mais il y a un épisode que nous n'avons pas beaucoup compris pour nous qui vous suivons en tant qu'observateurs de la vie politique ivoirienne, entre août 2020 et novembre 2020, l'épisode du CNT. Aviez-vous l'intention de renverser les institutions de la République? Vous avez bien dit que c'est un épisode, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le film. Voilà. Et bien joué. Et je voudrais réaffirmer, reprendre les propos que vous avez prononcés, à savoir que nous sommes le parti du rassemblement. Et les Ivoiriens l'ont vérifié à l'occasion de notre dernier congrès, du congrès du 13 novembre, que toute la classe politique ivoirienne était rassemblée au palais des sports de Treichville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien apparaît aux yeux de tous les Ivoiriens comme le parti du rassemblement. Et c'est pour cela que... Est-ce qu'on peut revenir quand même au CNT? Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas fuir la question. Voilà. Voilà. Donc, nous travaillons pour le rassemblement des Ivoiriens. Mais évidemment, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, nous sommes aussi prêts
à prendre des positions claires et nettes lorsque l'intérêt de la Côte d'Ivoire est en jeu. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous pensez qu'à ce moment-là, la possibilité de renverser il n'était pas autorités... uniquement question de renverser. J'ai dit la possibilité parce que, imaginez, le CNT6 avait été porté par des militaires. Président Afi, vous êtes un personnage politique très important. Si ça avait été porté par des militaires, imaginez le scandale que cela aurait créé. Mais que des civils demandent qu'on renverse un pouvoir civil avec une autorité comme celle-là, on n'est pas loin du coup d'État. Non, mais vous dites en renverse, nous n'avons jamais prononcé ce mot dans notre déclaration. Nous avons appelé les forces vives de la nation à prendre acte de la situation qui prévalait et à trouver les solutions pour que nous puissions sortir de ce qui nous apparaissait comme une crise institutionnelle, une crise politique, étant donné que les élections ne sont pas passées conformément aux textes qui régissent les élections et que le président sortant était en fin de mandat. Et donc, c'était plus un appel à la négociation, à un dialogue national, le processus que nous avons engagé, plutôt qu'une tentative de sédition ou de coup d'État. Mais pour parler de sédition, un de vos alliés ou ex-alliés, Guillaume Soro, lui a carrément lancé un appel à l'armée à renverser les institutions. C'est un appel qui n'engage que lui. Et nous ne sommes pas partisans de cela. Nous sommes des démocrates, nous sommes un parti politique de paix et de dialogue. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'au sorti de cette période de cet épisode, vous avez vu que nous nous sommes engagés dans un processus de consolidation de la paix sociale et nous avons tendu la main à la main qui nous a été tendue par le pouvoir parce que pour nous, il ne faut pas rester de façon permanente dans une crise politique. Il faut toujours, lorsque des désaccords surviennent entre les acteurs politiques, trouver les voies et moyens pour se mettre autour de la même table, pour s'entendre sur comment sortir de la crise et comment avancer. Comment avancer? Avançons donc. On a tourné cette page et nous sommes en train d'observer la gestion du pays. Il y a beaucoup de choses qu'on entend, des crises au niveau donc, de différentes administrations de l'État, avec des limogeages, etc., la question de la corruption, autant de sujets qui doivent parler au Front populaire ivoirien. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Est-ce que le gouvernement a aujourd'hui la bonne méthode? Je ne dirais pas, c'est une méthode insuffisante. De mon point de vue, le problème de la corruption ne peut pas être résolu par des opérations coup de poing. Or, c'est ce à quoi nous assistons. La lutte contre la corruption doit être systémique et systématique. Et elle doit d'abord s'inscrire dans une logique de changement des mentalités, de promotion d'une conscience du respect du bien public, d'une conscience de probité. Or, ce processus, on ne le voit pas. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation des Ivoiriens sur le fait qu'il faut respecter le bien public, qu'il faut gérer avec probité les ressources de l'État. Cela est... Ensuite, on observe que même les institutions qui sont mises en place ne fonctionnent pas. Il y a une pléthore d'institutions. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, la direction des participations. Il y a même un ministère. Mais même un ministère. Malgré cela, on observe ces graves dérapages, des milliards qui sortent frauduleusement des caisses de l'État. Cela signifie que ces institutions ne fonctionnent pas. Mais pourquoi elles ne fonctionnent pas? Elles ne fonctionnent pas parce que nous avons mis en place un système clanique qui fait la promotion du favoritisme politique, où les dirigeants sont nommés d'abord pour des raisons politiques et non pour leurs compétences. Mais ça, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Et qui utilisent leur position pour promouvoir le parti sur le terrain. Tout le monde est au courant. Tout ce qui s'est passé, les milliards qui sortaient, tout le monde les voyait sortir, puisque ces milliards servaient à organiser des manifestations en France, à financer des campagnes électorales, à financer des mouvements de soutien. Permettez qu'on vous arrête un instant. C'est vrai que vous dites tout le monde voyait, mais moi je ne voyais pas, parce que de toute façon, il y a les enquêtes qui vont nous le prouver, Président. Vous êtes un ancien Premier ministre, vous faites confiance aux institutions de la République jusqu'à la preuve contraire. Donc c'est les enquêtes, parce que ce ne serait pas quand même de notre fait de dire qu'on voit de l'argent circuler. Quand même. Et la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Vous n'avez pas confiance en la justice? Mais j'espère que la justice ira jusqu'au bout. Parce que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Ils n'attendent pas que ce soit une opération cosmétique, que ce soit une opération pour la poudre aux yeux, et que tout cela
pourront rendre compte devant la justice et qu'il y aura des suites, et qu'il y aura des poursuites. Parce que les faits sont là, les rapports d'audit sont là, et ils incriminent un certain nombre de dirigeants. On attend de voir quelle suite le gouvernement ou la justice va réserver à cela. Il ne faut pas que cela s'arrête à un seul dirigeant qui a été jeté en prison, alors que beaucoup d'autres, surtout ceux qui géraient le fonds d'entretien routier, où les rapports sont accablants, continuent de circuler comme si de rien n'était. Monsieur le Président Afi, je pense que tout cela n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, de telles pratiques de malgouvernance, de mauvaise gouvernance donc se déroulent dans ce pays. Vous-même, vous avez été Premier ministre sous Laurent Gbagbo et il y a eu 10 années de pouvoir du président Gbagbo. Est-ce que vous pensez que cette décennie de gouvernance a été d'une exemplarité incontestable? J'ai été Premier ministre pendant 22 mois et je peux vous dire que nous avons été d'une exemplarité incontestable pendant ces 22 mois. Nous avons fait le budget sécurisé, nous avons renoué avec la communauté financière internationale, nous avons institué le recrutement par appel à candidature avec des contrats d'objectifs et ça a été salué par tous nos compatriotes, y compris la communauté internationale. Et donc, pendant ce temps, notre gestion a été irréprochable. Mais évidemment, à partir de 2003, c'était un gouvernement de sortie de crise avec des mouvements rebelles, des partis politiques venus de tous les bords. Donc, c'est la faute aux autres, quoi. On ne peut pas considérer cela comme relevant de la responsabilité du Front populaire ivoirien. Est-ce que c'est par rapport à tout ça que vous souhaitez aujourd'hui ces états généraux-là? Parlons-en. Il y a quoi dans ces états généraux? Est-ce qu'on parle de tout ça? Comment la citoyenneté permet justement de ne plus être des mauvais citoyens? Est-ce que c'est juste politique ou c'est l'ensemble de tous les secteurs de notre pays qui sont concernés par ces états généraux? Ce sont tous les secteurs de notre pays qui sont concernés. Et nous observons d'ailleurs qu'il y a à l'heure actuelle les états généraux de l'éducation nationale. Très bien. Voilà, qui indiquent qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de mettre tous les acteurs autour d'une table pour faire le diagnostic du système, pour identifier les solutions et les mettre en œuvre. Nous voulons que ce processus s'étende à l'ensemble des secteurs de la vie nationale, y compris le secteur institutionnel. C'est ça les états généraux de la République. Au lieu d'être uniquement pour la santé, l'éducation, il faut que cela englobe l'ensemble des domaines de l'État. Mais pourquoi? Parce que le pays vit une situation de crise profonde, où les Ivoiriens n'ont plus confiance les uns dans les autres, où l'allégeance républicaine fait défaut. Regardez que dernièrement, à l'occasion même du dernier match des éléphants, que les éléphants ont perdu, oui, il y a eu des Ivoiriens pour se réjouir de cette situation. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a engagé, il n'y a pas une solidarité nationale autour du pays. Pourquoi? Parce que certains, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont mécontents, parce qu'un pouvoir d'une certaine coloration à la tête de l'État refuse de soutenir la Côte d'Ivoire lorsqu'elle est engagée sur le plan international. Il faut sortir de cette logique de méfiance. 30 secondes. Et donc, les États généraux, c'est pour d'abord recréer la confiance entre les Ivoiriens. 30 secondes, Président Afi. Il se trouve quand même que vous êtes député. Vous êtes dans une institution quand même qui fonctionne dans un pays normal. Vous êtes président d'un conseil régional. Mais c'est autant d'espace de la République pour promouvoir l'ensemble des idées que vous voulez promouvoir. Pourquoi faut-il encore que nous fassions une grande réunion alors qu'on en a fait il y a quelques années? Parce qu'à l'Assemblée ne se trouvent pas tous les acteurs de la vie nationale. Mais vous êtes les représentants du peuple. Oui, nous sommes les représentants du peuple, mais nous ne pouvons pas prendre en otage la cause nationale. Surtout lorsque les questions sont fondamentales. Lorsqu'il y a eu des crimes à Duékoué, à Guitrozon, etc., il faut que ceux qui ont vécu ces crimes, les victimes, soient impliqués dans ce processus. Moi, je ne peux pas uniquement parler à leur nom. Il faut qu'on leur donne l'occasion d'exprimer leur douleur et qu'un processus de catharsis s'opère pour que ces personnes-là soient apaisées, leur cœur soit apaisé. C'est l'intérêt du dialogue national inclusif. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Live TV, vous le savez, face à la Côte d'Ivoire. Vous avez une des personnalités qui parle, qui s'exprime, qui vous fait savoir qu'elle a une trajectoire, et on l'a su sur ce plateau durant cette première partie de l'émission. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Ne partez pas, restez avec nous. L'actualité politique de Côte d'Ivoire, c'est sur Live TV, juste dans un instant.
bienvenue sur le plateau de Live TV. Donc, c'est la suite de notre émission. Notre invité ce soir, l'invité de Face à la Côte d'Ivoire, est le président du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Pour l'interroger, avec moi, André Bois, rédacteur en chef de Live TV. Alors, nous allons vous rappeler, pour ceux qui nous ont pris en cours, que lors de la première partie, nous avons parlé de la marche du FPI. Nous avons notamment parlé de cette grande mobilisation qui a eu lieu le 13 novembre dernier, avec près de 15 000 personnes au Parc des Sports de Treichville, comme pour rappeler au concepteur de l'enveloppe vide que finalement, le président du FPI avait du monde avec lui, pour ne pas dire derrière lui. Nous allons donc poursuivre cette émission avec la question des téléspectateurs, question Internet. Donc, première question via Facebook et les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Question qui vont ou va s'afficher. Est-ce qu'on envoie tout de suite le générique ou on part tout sur la question? Bon, président Affi, tout à l'heure, nous avons parlé de la marche du FPI. Très rapidement, Simone Gbagbo, vous l'avez invitée. Elle n'a pas pu honorer votre invitation. Quelle conclusion en tirez-vous? On n'en tire aucune conclusion. C'est tellement qu'elle attend son heure pour venir. Dans tous les cas, nous la considérons toujours comme une militante du Front populaire ivoirien. Et le moment venu, lorsqu'elle le jugera opportun, elle nous rejoindra. Vous l'espérez toujours, vous l'attendez? Nous l'espérons toujours. Et je voudrais profiter d'ailleurs de cette question pour adresser le même message à tous nos camarades qui, à un moment ou à un autre, ont pris quelques reculs par rapport à la direction du parti, par rapport aux activités du parti, pour leur dire que la porte est toujours ouverte. Le FPI, c'est leur maison, c'est leur famille. Ils sont toujours les bienvenus. Très bien. Vous le savez, l'autre articulation de cette émission, c'est la parole au public qui est dans cette salle et puis nos téléspectateurs qui sont derrière leurs ordinateurs. C'est maintenant face au public. Voilà, après cet instant public qu'on vous a annoncé, on va permettre à déjà certains de nos concitoyens de réagir, de poser des questions donc, au président Affi. Est-ce qu'on prend quelqu'un dans la salle? Nous avons donc quelqu'un dans la salle qui veut poser une question. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, Monsieur le Président Affi-N'Guessan. Je suis Gogo Julien, je suis étudiant en communication. Ma première question, vous avez dit, et je le sais déjà, que le FPI est un parti socialiste. C'est ça. Mais la remarque que nous faisions, c'est que face aux problèmes de la société ivoirienne, tels que la cherté de la vie, aujourd'hui, depuis presque une semaine, on assiste à un déguerpissement sans humanisme dans des quartiers précaires. Et nous n'avons pas encore vu le président du FPI, le Parti socialiste, réagir pour taper du poing sur la table pour dire ça suffit parce que vous êtes le protecteur de la population. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, en dehors de la politique, aujourd'hui, quels sont vos rapports personnels avec le président Laurent Gbagbo? Parce que vous avez quand même fait du chemin ensemble. Sans une réponse politicienne, je voulais vraiment le savoir si vous avez de bons rapports en dehors de la politique. Okay, merci. Merci, très cher Gogo. Ben, pour commencer par la deuxième question, nous avons de bons rapports, puisque nous n'avons pas de rapport particulier, difficile, en tant qu'individu, en tant que cadre de ce pays. Voilà. Donc, s'il y a des divergences au plan politique, ces divergences n'affectent nullement nos rapports personnels. Est-ce qu'on peut savoir la dernière fois que vous êtes parlé? Oh, mais il y a un moment, parce que nos programmes sont tels que nous n'avons pas beaucoup d'occasion de nous parler. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons plus besoin de nous parler. Si demain, il y a une situation qui exige que je sois aux côtés du président Gbagbo, en tant qu'individu, il sera à ses côtés. Et je suppose que c'est réciproque. Il est d'ailleurs probable que vous vous rencontrez puisqu'il est prévu un dialogue politique. Oui, il est prévu un dialogue politique. Il se peut que nous nous rencontrions dans ce cadre-là. Chacun pour défendre les positions qui sont les siennes. On va maintenant, vous avez évoqué... Rajoutons sur la question. Voilà, votre réaction aussi face donc, à ce qui arrive aux populations. On ne vous entend pas quand les choses se passent au nord du pays, le terrorisme, pas de communiqué. Eh bien, c'est peut-être que nous n'avons pas assez regardé. Mais pourquoi vous ne réagissez pas pendant que la nation vit des événements assez importants? Nous réagissons, mais peut-être que vous êtes trop occupés pour aller sur nos pages Facebook ou dans nos journaux pour le lire. Le secrétaire général du parti est là, il réagit régulièrement
en tant que porte-parole du Front populaire ivoirien sur tous les événements d'intérêt national. Et en ce qui concerne les déguerpissements à Koumassi, nos camarades qui sont de la Fédération Abidjan Sud sont déjà en mouvement. Le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et de l'animation politique, le secrétaire national de la JFPI était sur le terrain. C'est-à-dire donc que nous sommes très très sensibles à ces questions parce que ce sont des questions qui nous interpellent en tant que Parti socialiste. Nous avons toujours dit que nous sommes un parti humaniste, que l'homme est au centre de notre projet politique. Donc tout ce qui touche les Ivoiriens nous touche de très près et nous sommes toujours mobilisés pour faire en sorte que ces questions-là soient prises en compte. Vous vous rappelez que lorsque j'ai rencontré le chef de l'État, je n'ai pas manqué de poser le problème des planteurs d'EVA. Et donc cette proximité, cette sensibilité à la cause des planteurs, nous la partageons avec tous les Ivoiriens, quel que soit leur domaine d'activité. Alors sur la question des déguerpissements, effectivement, les médias nous ont abondamment abreuvé d'images de familles en pleine désolation. Estimez-vous que les autorités actuelles s'y prennent bien ou mal? Je pense que les autorités s'y prennent mal. S'y prennent mal, je dirais même qu'elles s'y prennent de façon scandaleuse. Parce que, après tout ce que nous faisons, toute l'action politique que nous menons, c'est pour nos compatriotes, pour les hommes, pour les Ivoiriens. Donc, quelle que soit l'ambition que nous avons, quelle que soit la pertinence de l'opération que nous voulons mener, il faut que nous tenions compte de la situation de ceux qui peuvent être touchés directement. Comment on peut faire différemment, Président Afi? Mais par exemple, en faisant en sorte que ces populations soient recasées dignement avant de procéder au déguerpissement. Très bien. Et ça, ce n'est pas sorcier. Ça, c'est très clair. Nos auditeurs qui bouillonnent, enfin nos téléspectateurs qui bouillonnent, qui ont envie de poser des questions, on en a un qu'on va entendre ou qu'on va lire. Jukaël Koudou, Toussaint Alain, il nous dit « Être forcément président du FPI, était-ce la seule alternative pour frayer le chemin de votre carrière politique ?» en référence justement à ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. C'est sans doute une question d'Angor. Ouais. Vous auriez pu être simplement militant ou vice-président. Mais si je suis président, pourquoi voulez-vous que je cherche une autre alternative? Je suis président. Voilà. Je cherche un logement si j'ai un logement. Pourquoi la question? Je ne comprends même pas le sens de la question. Mais est-ce qu'à un moment, on peut penser que vous auriez pu vous sacrifier pour l'unité de votre famille politique? Est-ce que ça, c'est une question qu'on peut vous poser? Est-il vrai, par exemple, que vous avez proposé au président Gbagbo d'être le président et vous le vice-président du FPI? Évidemment. Proposition qu'il a refusée? Évidemment, vous suivez très bien la vie politique au sein du Front populaire. Je lui ai proposé le 4 janvier 2020, et par écrit à Bruxelles, de prendre la présidence du parti et que je serai son vice-président. Et j'ai même ajouté qu'étant donné que nous avions des élections en octobre 2020, j'étais d'accord qu'il soit le candidat du parti et que je sois son colistier, puisqu'à l'époque, c'était le principe du ticket. Et tout ça écrit sur le papier. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et dans tous les cas de figure, le choix qui a été fait le 9 août, c'était le choix de la séparation. Voilà. Et comme on dit habituellement, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors nous allons repartir vers nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Question, c'est la famille Koudou ce soir devant son téléviseur. Koudou, Toti, Daniel Gallo, dans quelle mesure votre combat actuel vous oppose à celui du pouvoir pour toujours vous maintenir dans cette posture d'opposant? Mais... parce que d'abord, le pouvoir, c'est le pouvoir, et moi, je ne suis pas au pouvoir. Ouais. Et mon ambition, c'est de prendre leur place. Voilà. Mon ambition, voilà ce qui nous oppose. Voilà. Et ce qui fait que nous sommes différents. Et que moi, je me bats pour prendre leur place. Mais évidemment, dans ce combat pour prendre la place et mettre en application le programme politique du Front populaire ivoirien, il y a l'intérêt national qui peut nous amener à avoir une posture, à favoriser certaines, à résoudre certains problèmes. Parce que ce n'est pas parce que nous voulons les remplacer que nous devons utiliser tous les moyens, et y compris mettre à mal la cohésion nationale. Par exemple, faire un coup d'État pour chasser ceux qui sont là, ce n'est pas dans nos méthodes. Par exemple, rentrer dans une opposition radicale, y compris en mettant en cause la cohésion nationale, ce n'est pas dans nos méthodes. Parce que pour nous, l'opposition doit être aussi une opposition pour faire avancer le pays.
une opposition pour faire des propositions constructives, une opposition pour aller dans des négociations pour résoudre certains problèmes. Par exemple, aujourd'hui, la question des prisonniers politiques. La décision appartient au chef de l'État. Quand je l'ai rencontré, je lui ai posé le problème. Et quelques jours après, on m'a demandé de fournir la liste des 33 prisonniers de la désobéissance civile, liste que j'ai transmise. Ça veut dire donc que tout en étant opposant, on peut, en certaines circonstances, user de la négociation pour résoudre des problèmes qui permettent au pays d'avancer. Et c'est dans cette posture que nous sommes. Nous ne sommes pas une opposition radicale, têtue, irréconciliable, qui peut même aller jusqu'à mettre la cohésion nationale en danger. Pas mal. Donc on va écouter encore un de nos téléspectateurs, nos internautes, Jean-Marie Kouassi. On a quitté la famille des Koudou, évidemment. Monsieur le Président du FPI, une alliance avec le PPACI dont l'avenir pourrait être envisagé. C'est très important. 2 éléments d'observation. On ne vous a pas vu au Congrès constitutif, on n'a pas vu le PPACI à votre Congrès, donc c'est une question que se posent nos concitoyens. Mais la question ne devrait pas être posée dans la mesure où nous venons de nous quitter fraîchement, voilà, dans des conditions que vous connaissez. Et donc ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Au moment où un couple se sépare, on ne peut pas poser la question de savoir est-ce qu'un remariage est possible à court terme. Voilà. Il faut laisser les choses se dérouler. La question ne se pose pas à l'heure actuelle. Donc, moi, je n'aime pas répondre à des questions qui ne sont pas posées. Alors, posons une question qui doit être posée. 2 échéances électorales arrivent, 2023 et 2025. Comment les aborderez-vous? Et puis, quel type d'alliance comptez-vous mettre sur pied? Tout en rappelant que vous aviez une alliance, vous êtes sorti, enfin, je ne sais pas s'il doit appeler ça une alliance, lors de la séquence d'octobre, vous avez senti, à un certain moment, on l'a senti, que vous avez été un tout petit peu dupé par l'ensemble des autres acteurs. Alors donc, du coup, la question d'Alain est très importante. Bon, vous parlez d'un petit peu dupé, il faut dire. Bon, j'ai dit le corps, hein. Floué. Oui, effectivement. Roulé dans la farine, disons. Oh, je pense que c'est plus toute l'opposition qui a été flouée, puisque après la solidarité que nous avons manifestée au cours de la désobéissance civile, toute l'opposition s'attendait à ce que cela se poursuive et que pour les élections législatives, nous allions en rang serré, de manière à soutenir dans chaque circonscription un seul candidat, le candidat de l'opposition le mieux placé, de manière à maximiser nos chances de victoire. Malheureusement, le PDCI a fait un autre choix. Nous avons dû l'assumer. Et donc, pour nous, il faut construire de nouvelles alliances. Nous l'avons abordé dans la précipitation dans le cadre des élections législatives, mais nous devons construire cela de façon plus durable, plus méthodique, dans la perspective des élections locales futures, c'est-à-dire municipales et régionales, et même pour l'année 2025. Parce que, comme vous le savez, le paysage politique ivoirien est tellement éclaté qu'un seul parti ne peut pas gagner tout seul une élection présidentielle. Donc, la question de l'alliance est une question structurelle en Côte d'Ivoire. Il y a une alliance qui existe aujourd'hui. Il nous appartient, sur la base des principes que j'ai évoqués précédemment, construire une nouvelle alliance pour les élections de 2023 et de 2025. Ouais. Vous êtes évidemment en notre compagnie dans le cadre de cette émission Face à la Côte d'Ivoire. Et celui qui est face à vous, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan. Et on l'a compris, il a choisi le principe de vérité. Et cela se passe sur notre chaîne. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Marquez juste une pause et nous vous retrouvons pour la suite de l'émission. Depuis la rentrée télévisuelle de Live TV, nous sommes donc en train de vous dérouler, notre agenda politique, et nous permettons aux hommes politiques de Côte d'Ivoire de s'exprimer face à vous, face à la Côte d'Ivoire. Et pour ce 3e numéro, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Tout ça là, on a encore pas mal de choses à connaître de la politique, en tout cas de l'idéologie du Front populaire ivoirien. Alors, en 2020, le président Pascal Affi-N'Guessan avait quasiment saboté sa candidature. Heureusement que la démocratie fonctionne dans notre pays. Il y a de nouvelles échéances, notamment une élection présidentielle en 2025. Vous ne serez certainement pas touché par la limite d'âge puisque vous aurez 72 ans en 2025. Comptez-vous être candidat? Oui,
J'ai eu déjà à le dire que je serai candidat à la candidature. C'est la direction du parti, à travers le congrès, qui choisit le candidat. Mais personnellement, en tant que militant, j'ai été déjà candidat en 2015, en 2020, donc je serai candidat. Dans le cadre d'une alliance avec, par exemple, le RHDP, puisque c'est de cela dont il s'agit en ce moment, le candidat du RHDP partirait de son côté et vous du vôtre, et ensuite au second tour, vous lanceriez l'un et l'autre un appel? Dans le contexte actuel, je peux m'avancer en disant que dans tous les cas, le Front populaire ivoirien aura son candidat, quel que soit le schéma d'alliance qu'il aura en face de lui. Pour le premier tour. Pour le premier tour. Quitte à ce qu'au second tour... C'était le sens de ma question. Voilà, au second tour, nous nous rangions derrière l'allié qu'on aura choisi, si d'aventure nous sommes éliminés. Mais dans le contexte actuel, je pense que c'est plutôt l'allié qui nous soutiendra pour le second tour. Très bien. Nous savons qu'il y a quand même des éléments très structurants pour nos États, et on va aborder deux de ces questions, c'est l'identification et la question du recensement, qui est en ce moment d'actualité. Quelle est, on va dire aujourd'hui, la réaction du Front populaire ivoirien par rapport à tout ça? Les anciennes cartes que nous avions doivent être complètement retirées le 31 décembre. On vient de proroger ou de prolonger la question donc, du recensement. Comment vous réagissez face à tout ça? C'est bien, c'est pas bien, enfin... Non, je considère que c'est un sérieux problème, la question de l'identification, la question de l'état civil. Ce sont des questions très, très sensibles, très importantes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne l'abordons pas avec méthode, avec une vision globale du processus. À telle enseigne que nous avons toujours du mal, nous bricolons. C'est le cas de ce qui se passe à l'heure actuelle en ce qui concerne l'identification. On vient de prolonger la date limite du RGPH parce que manifestement, les choses n'ont pas été conduites de façon méthodique en termes de sensibilisation des populations, de mobilisation des Ivoiriens, d'implication des élus, de manière à ce que dans la période qui a été prévue, cette opération se tienne efficacement. C'est la même chose pour la carte nationale d'identité. Nous bricolons. Parce que d'abord, il n'y a pas un état civil fiable. Il y a donc un processus global qu'il faut mettre en place depuis l'identification, depuis la maternité jusqu'à la production de la carte nationale d'identité. Et nous avons un grand projet. On vous peut le décliner très rapidement? Oui, il faut un processus global pour moderniser l'état civil, totalement informatiser l'état civil, et mettre en place même une gouvernance électronique de tout cet ensemble de choses, parce que tant que nous n'intégrerons pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la résolution de ces problèmes, nous ne pourrons pas assainir notre fichier d'état civil et lutter contre la fraude sur l'identité ivoirienne. Alors très rapidement, est-ce que vous estimez que l'une des solutions ou la solution pourrait être de remettre l'État au cœur, par exemple, de la délivrance des cartes d'identité? Parce qu'aujourd'hui, comme dans la plupart des pays africains, on sous-traite l'identification à des organisations privées, à des compagnies, et finalement, qui n'obtiennent pas de meilleurs résultats que l'État quand il avait en charge ce processus-là. Est-ce qu'il faudrait redonner ces prérogatives à l'État? Mais c'est toujours de la prérogative de l'État. L'État peut sous-traiter, peut faire appel à un opérateur privé au plan technique, mais il faut qu'il ait la maîtrise du processus. Nous ne sommes pas contre l'implication d'un opérateur privé ivoirien ou international dans la réalisation de l'opération. Mais pour cela, il faut que d'abord l'État maîtrise les choses et que la mission de l'opérateur soit bien ciblée. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est que les questions de déclaration de naissance, de déclaration de décès, toutes ces questions sont mal gérées. Notre fichier d'état civil n'est pas fiable. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'agit d'établir des cartes nationales d'identité, il se pose d'abord la question de savoir à qui délivrer ces cartes nationales d'identité et comment le faire. Lorsqu'on voit que les structures de l'ONESI ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire, comment permettre à tous ceux qui sont dans les zones éloignées de pouvoir accéder à la carte nationale d'identité? Certains font des demandes, ils n'ont qu'un an, voire un an et demi après. Voilà. Donc, il y a une organisation qui n'est pas adaptée à un problème sérieux. Donc, une fausse solution à un problème sérieux. Il faut tout remettre à plat. C'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Très bien. Nos spectateurs, pour le coup, sont là à attendre de vous poser des questions, M. Afi. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, Président. Je suis Junior Diomandé, étudiant en production audiovisuelle à l'ISTC Polytechnique.
Monsieur le Président Afi, je dois avouer que j'ai été assez choqué, plutôt choqué, à vous entendre, quand on a posé la question de savoir les actions que vous avez menées face à la situation de déguerpissement que vivent les populations de Koumassi. Monsieur le Président, vous avez répondu que c'est peut-être nous qui sommes très occupés au point de n'avoir pas vu ou constaté les actions que vous avez menées sur les réseaux sociaux. Je suis très choqué parce que j'ai l'impression que quand vous avez besoin de voix, c'est vous qui venez vers la population. Mais quand on pose une question sociale, c'est à la population d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas, laissons les réseaux sociaux faire la politique. Et ma question est de savoir, est-ce que c'est comme ça que vous avez l'intention de gouverner ce pays? Merci. C'est un vrai face-à-face. Ah ouais. Je ne sais pas si le téléspectateur a bien suivi mon intervention. Je ne sais pas si quelque part dans cette intervention, j'ai parlé de la population de venir s'informer sur les réseaux sociaux. J'ai évoqué le journaliste, celui qui m'a posé la question. J'ai parlé spécifiquement de mon interlocuteur qui n'a certainement pas suivi nos activités. Je n'ai jamais nullement parlé de demander aux populations d'aller visiter nos sites pour savoir ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes allé sur l'un des sites Peut-être que c'est un peu ça la de question. déguerpi? Est-ce que vous allez sur place? Le FPI ne se résume pas au président Afi. Le FPI, c'est une grande famille, avec des responsabilités depuis le président jusqu'aux militants de base. Et je vous ai dit ici que même à Koumassi, nos structures, notre fédération est mobilisée. Et la secrétaire générale adjointe, chargée même d'Abidjan Sud, elle est ici, voilà, sont mobilisés pour porter assistance à ces populations. Que le secrétaire national de la JFPI s'est rendu sur les sites. Donc c'est un processus qui est en cours. Si à un moment donné, tous ces différents responsables jugent qu'il faut que le président intervienne, parce que soit nous avons mobilisé des moyens pour assister ces déguerpis en termes de vêtements, de ressources financières, vous verrez le président lui-même sur le terrain. Voilà. Okay. Donc, ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas vu que le FPI est absent de ce problème. Le FPI est effectivement présent aux côtés des déguerpis. Monsieur le Président, avouons que ce face-à-face était important pour permettre justement aux Ivoiriens de comprendre l'ensemble de vos actions, puisque ça semblait ne pas être très clair pour notre spectateur. Est-ce que nous avons une autre question Non, on n'a plus de questions. La question Internet. Une question Internet, on n'en a plus, mais nous avons des questions. Oui. Juste que vous réagissiez très rapidement. Vous avez dit que pour la cohésion nationale, vous êtes prêt à faire toutes sortes justement d'efforts. Est-ce que c'est le cas pour le terrorisme qu'on observe autour de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pour le cas d'un grand sujet comme le changement climatique? Sur ces deux sujets-là, on n'en parle pas beaucoup dans le débat politique, mais c'est très important. Que propose le Front populaire ivoirien? Évidemment, c'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment dans le débat politique. Parce que ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions qui ont besoin de la mobilisation de tous les Ivoiriens. Et au-delà des Ivoiriens de toute la sous-région et même, je dirais, de tous les pays du monde, parce que le terrorisme frappe partout dans le monde. Le réchauffement climatique est une question qui interpelle l'ensemble de la planète. Malheureusement, le gouvernement ivoirien ne met pas suffisamment de moyens et n'est pas suffisamment engagé sur cette question. On le voit à travers le fait qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation sur la question du terrorisme. On le voit aussi à travers les moyens qui sont dégagés. On annonce le recrutement de 3000 policiers gendarmes en 2022, mais c'est insuffisant. J'ai regardé un peu le budget de la défense, c'est 3,8% du budget national, c'est insuffisant. 153 milliards consacrés à l'armée, ce n'est pas à ce niveau-là que se situe le défi. Le défi est tellement important qu'il faut des moyens conséquents. D'abord, pour répondre rapidement à la menace. Ensuite, je m'étonne que la Côte d'Ivoire concentre ses moyens de défense à Abidjan. Alors que depuis 2000, la menace est toujours venue du Nord. Ce n'est pas à partir d'Abidjan qu'on peut faire face à la... Et c'est pourquoi dans le programme que je proposais en 2020, j'ai prévu de faire de Bouaké la capitale militaire de la Côte d'Ivoire. De manière à ce que de Bouaké, nous ayons une capacité de projection rapide sur nos frontières et au-delà de nos frontières. Créer des bataillons à Bouaké. Doter le pays de moyens conséquents, de moyens opérationnels conséquents, de manière à ce que ce ne soit pas quand un Mi-24 tombe quelque part, ça devient une catastrophe. Mais il faut des dizaines de moyens d'intervention. Parce que la menace
est grave et elle est présente. Et je pense que les moyens ne sont pas à la hauteur de cela. En termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de l'opinion, en termes de capacité de réaction et en termes aussi de programmes économiques pour, je dirais, faire face à la pauvreté qui peut précipiter certains jeunes dans les bras des terroristes. Et donc, il y a tout un plan de riposte qu'il faut bâtir, toute une stratégie de riposte qu'il faut bâtir et qu'il faut conduire si nous ne voulons pas que demain, la Côte d'Ivoire connaisse la situation des pays qui sont déjà très confrontés à ce problème, comme le Mali et le Burkina Faso. Alors, Président Afi, ce sera la dernière question de cette émission avant la conclusion d'André. Un sujet également dans l'actualité, c'est la question du passeport de Charles Blé Goudé. Comme vous parlez avec le président Ouattara et d'autres responsables de l'État, est-ce que c'est un sujet qu'il vous est déjà arrivé d'aborder? Parce qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale, il a l'entente d'un document de voyage pour rentrer dans son pays. Est-ce que vous estimez que le temps est venu pour Charles Blé Goudé, ou du moins pour les autorités, de délivrer un passeport à Charles Blé Goudé? Évidemment que je ne peux pas ne pas évoquer ce sujet. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer les autorités de ce pays, je l'ai fait donc à l'occasion de la dernière rencontre avec le chef de l'État. Mais au-delà de Charles Blé Goudé, j'ai posé le problème de tous ces compatriotes qui sont encore en exil. Parce qu'ils sont encore nombreux en exil, qui hésitent à rentrer au pays, soit parce qu'ils n'ont pas des conditions de réinsertion claires, soit parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Et donc, il faut que dans le cadre de la réconciliation nationale, et pour que cette réconciliation soit effective, inclusive, que ces questions-là soient traitées. De toute façon, je ne doute pas du retour de Charles Blé Goudé, mais je souhaite que les autorités fassent en sorte que ce soit le plus tôt possible. Merci. Président Afi, nous vous remercions de vous être prêté au jeu, de vous être présenté face à vos compatriotes pour leur expliquer l'ensemble de vos ambitions et apporter des éclaircissements à des zones qui auraient pu paraître floues. On l'avait pensé affaibli suite à la fracture de son camp politique, la gauche, mais on l'a trouvé aujourd'hui extrêmement offensif. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, comme un lion, vous me dites. Donc, il a saisi l'opportunité de Live TV, vous le savez, cette chaîne qui veut justement vous dire qu'elle est une chaîne sans filtre, qu'elle offre la parole à tous les acteurs politiques. Et le président l'a saisi. Nous vous remercions. Merci de nous faire confiance. Merci d'accompagner la jeunesse ivoirienne qui a envie de grandir et être accompagnée par vous, les anciens. Merci à vous de rester fidèles à cette chaîne. Ce programme est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Restez sur Live TV. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous y maintiendront. Merci à vous. Passez une excellente fin de programme.
Depuis la rentrée télévisuelle de Live TV, nous sommes donc en train de vous dérouler, nous, notre agenda politique, et nous permettons aux hommes politiques de Côte d'Ivoire de s'exprimer face à vous, face à la Côte d'Ivoire. Et pour ce 3e numéro, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Tout ça là, on a encore pas mal de choses à connaître de la politique, en tout cas de l'idéologie du Front populaire ivoirien. Alors, en 2020, le président Pascal Affi-N'Guessan avait quasiment saboté sa candidature. Heureusement que la démocratie fonctionne dans notre pays. Il y a de nouvelles échéances, notamment une élection présidentielle en 2025. Vous ne serez certainement pas touché par la limite d'âge puisque vous aurez 72 ans en 2025. Comptez-vous être candidat? Oui, j'ai eu déjà à le dire que je serai candidat à la candidature. C'est la direction du parti, à travers le congrès, qui choisit le candidat. Mais personnellement, en tant que militant, j'ai été déjà candidat en 2015, en 2020, donc je serai candidat. Dans le cadre d'une alliance avec, par exemple, le RHDP, puisque c'est de cela dont il s'agit en ce moment, le candidat du RHDP partirait de son côté et vous du vôtre, et ensuite au second tour, vous lanceriez l'un et l'autre un appel? Dans le contexte actuel, je peux m'avancer en disant que dans tous les cas, le Front populaire ivoirien aura son candidat, quel que soit le schéma d'alliance qu'il aura en face de lui, pour le premier tour. Pour le premier tour. Quitte à ce qu'au second tour... C'était le sens de ma question. Voilà, au second tour, nous nous rangions derrière l'allié qu'on aura choisi, si d'aventure nous sommes éliminés. Mais dans le contexte actuel, je pense que c'est plutôt l'allié qui nous soutiendra pour le second tour. Très bien. Nous savons qu'il y a quand même des éléments très structurants pour nos États. Et on va aborder 2 de ces questions. C'est l'identification et la question du recensement qui est en ce moment d'actualité. Quelle est, on va dire aujourd'hui, la réaction du Front populaire ivoirien par rapport à tout ça? Les anciennes cartes que nous avions doivent être complètement retirées le 31 décembre. On vient de proroger ou de prolonger la question donc, du recensement. Comment vous réagissez face à tout ça? C'est bien, c'est pas bien enfin... Non, je considère que c'est un sérieux problème, la question de l'identification, la question de l'état civil. Ce sont des questions très, très sensibles, très importantes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne l'abordons pas avec méthode, avec une vision globale du processus. À telle enseigne que nous avons toujours du mal, nous bricolons. C'est le cas de ce qui se passe à l'heure actuelle en ce qui concerne l'identification. On vient de prolonger la date limite du RGPH parce que manifestement, les choses n'ont pas été conduites de façon méthodique en termes de sensibilisation des populations, de mobilisation des Ivoiriens, d'implication des élus, de manière à ce que dans la période qui a été prévue, cette opération se tienne efficacement. C'est la même chose pour la carte nationale d'identité. Nous bricolons. Parce que d'abord, il n'y a pas un état civil fiable. Il y a donc un processus global qu'il faut mettre en place depuis l'identification, depuis la maternité jusqu'à la production de la carte nationale d'identité. Et nous avons un grand projet. On vous peut le décliner très rapidement? Oui, il faut un processus global pour moderniser l'état civil, totalement informatiser l'état civil, mettre en place même une gouvernance électronique de tout cet ensemble de choses, parce que tant que nous n'intégrerons pas les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la résolution de ces problèmes, nous ne pourrons pas assainir notre fichier d'état civil et lutter contre la fraude sur l'identité ivoirienne. Alors très rapidement, est-ce que vous estimez que l'une des solutions ou la solution pourrait être de remettre l'État au cœur, par exemple, de la délivrance des cartes d'identité? Parce qu'aujourd'hui, comme dans la plupart des pays africains, on sous-traite l'identification à des organisations privées, à des compagnies, et finalement, qui n'obtiennent pas de meilleurs résultats que l'État quand il avait en charge ce processus-là. Est-ce qu'il faudrait redonner ces prérogatives à l'État? Mais c'est toujours de la prérogative de l'État. L'État peut sous-traiter, peut faire appel à un opérateur privé au plan technique, mais il faut qu'il ait la maîtrise du processus. Nous ne sommes pas contre l'implication d'un opérateur privé ivoirien ou international dans la réalisation de l'opération. Mais pour cela, il faut que d'abord l'État maîtrise les choses et que la mission de l'opérateur soit bien ciblée. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est que les questions de déclaration de naissance, de déclaration de décès, toutes ces questions sont mal gérées. Notre fichier d'état civil n'est pas fiable. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'agit d'établir des cartes nationales d'identité, il se pose d'abord la question de savoir à qui délivrer ces cartes nationales d'identité et comment le faire.
lorsqu'on voit que les structures de l'ONESI ne sont pas présentes sur l'ensemble du territoire, comment permettre à tous ceux qui sont dans les zones éloignées de pouvoir accéder à la carte nationale d'identité? Certains font des demandes, ils n'ont qu'un an, voire un an et demi après. Voilà. Donc il y a une organisation qui n'est pas adaptée à un problème sérieux. Donc une fausse solution à un problème sérieux. Il faut tout remettre à plat. C'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Très bien. Nos spectateurs, pour le coup, sont là à attendre de vous poser des questions, M. Afi. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, Président. Je suis Junior Diomandé, étudiant en production audiovisuelle à l'ISTC Polytechnique. Monsieur le Président Afi, je dois avouer que j'ai été assez choqué, plutôt choqué, à vous entendre quand on a posé la question de savoir les actions que vous avez menées face à la situation de déguerpissement que vivent les populations de Koumassi. Monsieur le Président, vous avez répondu que c'est peut-être nous qui sommes très occupés au point de n'avoir pas vu ou constaté les actions que vous avez menées sur les réseaux sociaux. Je suis très choqué parce que j'ai l'impression que quand vous avez besoin de voix, c'est vous qui venez vers la population. Mais quand on pose une question sociale, c'est à la population d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux. Mais dans ce cas, laissons les réseaux sociaux faire la politique. Et ma question est de savoir, est-ce que c'est comme ça que vous avez l'intention de gouverner ce pays? Merci. C'est un vrai face-à-face. Je ne sais pas si le téléspectateur a bien suivi mon intervention. Je ne sais pas si quelque part dans cette intervention, j'ai parlé de la population de venir s'informer sur les réseaux sociaux. J'ai évoqué le journaliste, celui qui m'a posé la question. J'ai parlé spécifiquement de mon interlocuteur qui n'a certainement pas suivi nos activités. Je n'ai jamais nullement parlé de demander aux populations d'aller visiter nos sites pour savoir ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes allé sur l'un des sites Peut-être que c'est un peu ça la question. Est-ce que vous êtes allé sur place? Le FPI ne se résume pas au président Afi. Le FPI, c'est une grande famille, avec des responsabilités depuis le président jusqu'aux militants de base. Et je vous ai dit ici que même à Koumassi, nos structures, notre fédération est mobilisée. Et la secrétaire générale adjointe, chargée même d'Abidjan Sud, elle est ici, voilà, sont mobilisés pour porter assistance à ces populations. Que le secrétaire national de la JFPI s'est rendu sur les sites. Donc c'est un processus qui est en cours. Si à un moment donné, tous ces différents responsables jugent qu'il faut que le président intervienne, parce que soit nous avons mobilisé des moyens pour assister ces déguerpis en termes de vêtements, de ressources financières, vous verrez le président lui-même sur le terrain. Voilà. Okay. Donc, ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas vu que le FPI est absent de ce problème. Le FPI est effectivement présent aux côtés des déguerpis. Monsieur le Président, avouons que ce face-à-face était important pour permettre justement aux Ivoiriens de comprendre l'ensemble de vos actions, puisque ça semblait ne pas être très clair pour notre spectateur. Est-ce que nous avons une autre question non, on n'a plus de questions. La question Internet. Une question Internet. On n'en a plus, mais nous avons des questions. Oui. Juste que vous réagissiez très rapidement. Vous avez dit que pour la cohésion nationale, vous êtes prêt à faire toutes sortes justement d'efforts. Est-ce que c'est le cas pour le terrorisme qu'on observe autour de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pour le cas d'un grand sujet comme le changement climatique? Sur ces deux sujets-là, on n'en parle pas beaucoup dans le débat politique, mais c'est très important. Que propose le Front populaire ivoirien? Évidemment, c'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment dans le débat politique. Parce que ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions qui ont besoin de la mobilisation de tous les Ivoiriens. Et au-delà des Ivoiriens de toute la sous-région et même, je dirais, de tous les pays du monde, parce que le terrorisme frappe partout dans le monde. Le réchauffement climatique est une question qui interpelle l'ensemble de la planète. Malheureusement, le gouvernement ivoirien ne met pas suffisamment de moyens et n'est pas suffisamment engagé sur cette question. On le voit à travers le fait qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation sur la question du terrorisme. On le voit aussi à travers les moyens qui sont dégagés. On annonce le recrutement de 3000 policiers gendarmes en 2022, mais c'est insuffisant. J'ai regardé un peu le budget de la défense, c'est 3,8% du budget national, c'est insuffisant. 153 milliards consacrés à l'armée, ce n'est pas à ce niveau-là que se situe le défi. Le défi est tellement important qu'il faut des moyens conséquents. D'abord, pour répondre rapidement à la menace.
Ensuite, je m'étonne que la Côte d'Ivoire concentre ses moyens de défense à Abidjan. Alors que depuis 2000, la menace est toujours venue du Nord. Ce n'est pas à partir d'Abidjan qu'on peut faire face à la... Et c'est pourquoi dans le programme que je proposais en 2020, j'ai prévu de faire de Bouaké la capitale militaire de la Côte d'Ivoire. De manière à ce que de Bouaké, nous ayons une capacité de projection rapide sur nos frontières et au-delà de nos frontières. Créer des bataillons à Bouaké. Doter le pays de moyens conséquents, de moyens opérationnels conséquents, de manière à ce que ce ne soit pas quand un Mi-24 tombe quelque part, ça devient une catastrophe. Mais il faut des dizaines de moyens d'intervention. Parce que la menace est grave et elle est présente. Et je pense que les moyens ne sont pas à la hauteur de cela. En termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de l'opinion, en termes de capacité de réaction et en termes aussi de programme économique pour, je dirais, faire face à la pauvreté qui peut précipiter certains jeunes dans les bras des terroristes. Et donc, il y a tout un plan de riposte qu'il faut bâtir, toute une stratégie de riposte qu'il faut bâtir et qu'il faut conduire si nous ne voulons pas que demain, la Côte d'Ivoire connaisse la situation des pays qui sont déjà très confrontés à ce problème, comme le Mali et le Burkina Faso. Alors, Président Afi, ce sera la dernière question de cette émission avant la conclusion d'André. Un sujet également dans l'actualité, c'est la question du passeport de Charles Blé Goudé. Comme vous parlez avec le président Ouattara et d'autres responsables de l'État, est-ce que c'est un sujet qu'il vous est déjà arrivé d'aborder? Parce qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale, il a l'entente d'un document de voyage pour rentrer dans son pays. Est-ce que vous estimez que le temps est venu pour Charles Blé Goudé, ou du moins pour les autorités, de délivrer un passeport à Charles Blé Goudé? Évidemment que je ne peux pas ne pas évoquer ce sujet. Chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer les autorités de ce pays, je l'ai fait donc à l'occasion de la dernière rencontre avec le chef de l'État. Mais au-delà de Charles Blé Goudé, j'ai posé le problème de tous ces compatriotes qui sont encore en exil. Parce qu'ils sont encore nombreux en exil, qui hésitent à rentrer au pays, soit parce qu'ils n'ont pas des conditions de réinsertion claires, soit parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Et donc, il faut que dans le cadre de la réconciliation nationale, et pour que cette réconciliation soit effective, inclusive, que ces questions-là soient traitées. De toute façon, je ne doute pas du retour de Charles Blé Goudé, mais je souhaite que les autorités fassent en sorte que ce soit le plus tôt possible. Merci. Président Afi, nous vous remercions de vous être prêté au jeu, de vous être présenté face à vos compatriotes pour leur expliquer l'ensemble de vos ambitions et apporter des éclaircissements à des zones qui auraient pu paraître floues. On l'avait pensé affaibli suite à la fracture de son camp politique, la gauche, mais on l'a trouvé aujourd'hui extrêmement offensif. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, comme un lion, vous me dites. Donc, il a saisi l'opportunité de Live TV, vous le savez, cette chaîne qui veut justement vous dire qu'elle est une chaîne sans filtre, qu'elle offre la parole à tous les acteurs politiques. Et le président l'a saisi. Nous vous remercions. Merci de nous faire confiance. Merci d'accompagner la jeunesse ivoirienne qui a envie de grandir et être accompagnée par vous, les anciens. Merci à vous de rester fidèles à cette chaîne. Ce programme est terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Restez sur Live TV. Il y a beaucoup de bonnes choses qui vous y maintiendront. Merci à vous. Passez une excellente fin de programme.